J'ai invité aujourd'hui Pierre Pelouzet, le médiateur national des relations interentreprises, pour passer en revue l'état de ces relations entre les grandes entreprises, les donneurs d'ordre et les PME sous-traitantes, alors que les délais de paiement repartent à la hausse, aggravant les situations de trésorerie des PME et que de nombreuses pratiques témoignent avec la crise d'un durcissement des relations commerciales. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Arnaud Fleury. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Exerfi Canal. Vous êtes le médiateur depuis l'automne dernier. Vous avez succédé au bouillant Jean-Claude Vollot, un temps candidat à la présidence du MEDEF. On vous dit consensuel, alors ça tombe bien, il faut être consensuel et savoir faire acte de pédagogie parce que aujourd'hui, de nouveau, les relations se tendent, je le disais, la faute à la crise, on va détailler ces pratiques qui reviennent, qu'on croyait peut-être d'un autre temps, et puis surtout, et ça c'est inquiétant, les délais de paiement depuis quelques mois repartent à la hausse. Complètement, c'est un vrai sujet. Oui. C'est un vrai sujet, effectivement, encore plus dans la situation que nous vivons. Oui. On est dans une situation dite de crise, mais on pourra revenir sur ce qu'est la crise et ce qu'elle recouvre vraiment. Et j'allais dire, il y a un paradoxe avec lequel on doit vivre, c'est en situation de crise, la réaction normale pourrait être « serrons les rangs, travaillons mieux ensemble » et si on de nous en sortir tous ensemble, malheureusement, le constat, c'est plutôt le contraire, c'est court terme, chacun pour soi, et battons-nous les uns contre les autres. Chacun tire la couverture à soi. Chacun tire la couverture à soi, et c'est dramatique, et ça ne peut qu'amplifier le mouvement de crise. Bon, alors je regardais les chiffres, la Banque de France qui a publié son observatoire des délais de paiement, 12 jours de retard en moyenne par rapport à la LME. La LME, on le rappelle, c'est de 45 à 60 jours en moyenne. Et donc, ça veut dire que les PME sont beaucoup plus impactées parce qu'on imagine qu'on paye les grandes entreprises beaucoup plus facilement. Évidemment. Évidemment, quand vous avez une facture due à EDF, elle est payée en temps et en heure. On sait pourquoi. Le rapport de force est plutôt en faveur d'EDF. Surtout si vous coupez l'électricité. Exactement. Ils ont des moyens de rétorsion assez radicaux. En revanche, quand on est une PME et que le rapport de force est en notre défaveur, là, c'est plutôt du 30 jours de retard qu'on constate en moyenne que du 12 jours. Et là, l'impact est colossal. Les chiffres de l'Observatoire des délais de paiement sont clairs. Aujourd'hui, à cause de ces retards de paiement, il manque de 12 à 13 milliards d'euros dans les trésoreries des PME. Qui sont en quelque sorte les encours qui devraient être dans les livres des entreprises. Exactement. Ça se traduit en, vous avez déjà est-ce qu'on arrive à faire une simulation en termes d'emplois perdus, en termes d'impact sur la croissance aussi? Est-ce que c'est quantifiable? Quantifiable directement, probablement pas, parce qu'on ne connaît pas la capacité de résistance à ces retards de ces PME. Ceci étant, on sait qu'en gros 25% des défaillances sont dues à des défaillances de trésorerie, et vous voyez le nombre de défaillances de PME qui est en train de croître. Donc derrière, il y a de l'emploi qui se perd, il y a de l'innovation qui se perd, il y a de la recherche et du développement qui se perd, il y a de la compétitivité qui se perd. Et c'est terrible de se dire que si simplement par un coup de baguette magique, on arrivait à faire en sorte que les gens respectent la loi, on ne va pas plus loin, on remettrait immédiatement 13 milliards d'euros dans les PME de notre pays. Bon, et ce qui, dans le contexte actuel, serait effectivement une vraie bouffée d'oxygène pour les entreprises. Vous aviez raison de parler de la défaillance des entreprises. Je regardais la défaillance des entreprises de plus de 50 personnes, qui sont donc les PME qui, quelque part, sont des réservoirs à emploi et à croissance. Au premier trimestre, elles ont augmenté de 12%. Ça représente environ 20 000 emplois directs. Autre chiffre, Pierre Moscovici, le ministre, a rappelé que près de 30% des entreprises voient leur délai de paiement dépasser les 60 jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça, selon vous? Et d'abord, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à la médiation? Alors, la médiation, c'est un outil, c'est un outil extraordinaire et magique pour résoudre ce genre de situation. Pour une raison simple, on est gratuit, on est confidentiel, on est rapide et on est efficace. Bon, tous les avantages alors. On a tous les avantages pour les PME. Le seul problème, c'est qu'elles ne nous connaissent probablement pas encore suffisamment et donc qu'elles ne nous appellent probablement pas suffisamment. Mais la médiation, c'est quoi? C'est vous allez sur le site de la médiation, en quelques clics, vous avez votre petit dossier, il y a quelques lignes à remplir. En 48 heures, un médiateur vous appelle. Dans votre région, nos médiateurs sont partout en région. Et puis, en quelques heures ou en quelques jours, il réunit les parties. Et comme je vous le disais, en l'espace d'un jour, d'une semaine, d'un mois maximum, la plupart des situations sont résolues. Alors, y compris sur les questions des délais de paiement. Donc, effectivement, 4 sur 5, c'est ce que j'avais lu, même plus que ça. Des cas où vous êtes saisi sont résolus d'un point de vue qui arrange, on peut penser, les deux parties. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions pour les délais de paiement? Je vais dire que pour les délais de paiement, c'est encore plus facile. Parce qu'il y a la preuve. Il y a la preuve, il y a la loi. Je veux dire, le donneur d'ordre, pour employer un mot que j'aime pas tellement, c'est clairement en général qu'il a enfreint une loi ou qu'il n'est pas dans les règles. On a des cas beaucoup plus complexes de propriété intellectuelle, par exemple,
où là, c'est plus compliqué. Oui, on va en reparler, notamment de spoliation intellectuelle. Spoliation de propriété intellectuelle, là, c'est plus délicat, alors qu'une facture, elle est payée ou elle n'est pas payée, c'est clair. Donc, ça peut se résoudre en quelques heures, et c'est souvent le cas. Et comme vous le disiez, dans 80% des cas, la médiation se solutionne par une solution pour les deux parties, et j'insiste beaucoup sur les deux parties. On n'est pas là pour augmenter la confrontation, on est là, comme vous le disiez, pour rapprocher les gens. Alors, il y a aujourd'hui de nouvelles formes, en quelque sorte, de tension sur cette question des délais de paiement, avec des factures qui sont renvoyées indûment comme non conformes. Il y a des centres de paiement, paraît-il, qui seraient à l'étranger, qui feraient tout pour retarder, en quelque sorte, le paiement aux entreprises. Tout ça, c'est vrai, c'est une réalité. On n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction. Malheureusement, sur la catégorie de ces court-termistes, j'insiste parce que, heureusement, il y a des gens qui ne raisonnent pas comme ça. Sur la catégorie de ces court-termistes, tous les moyens sont bons. Donc ça va être de la panne informatique. Vous avez des gens qui ont une panne informatique tous les trimestres, à peu près à la même date, vous voyez ce que je veux dire, et donc ne peuvent malheureusement pas payer leurs fournisseurs. Ça va effectivement des centres de paiement à l'étranger. Alors on ne met pas son centre de paiement à l'étranger pour échapper à la loi, mais comme de plus en plus de centres de paiement sont à l'étranger, on en profite pour échapper à la loi. Puis après, on a tous les petits trucs possibles, l'autofacturation qui est détournée, la forme de la facture qui n'est pas la bonne, il manque une virgule, un point, etc. Donc tous les moyens sont bons sur la facture et sur l'acceptation de la facture. Parce qu'en amont de la facture, il y a j'approuve les travaux, il y a je réceptionne les biens. Tout ça rallonge les délais de manière plus ou moins cachée. Alors, Pierre Pelouzet, le gouvernement a dans ses cartons, à travers le projet de loi sur la consommation qui doit être déposé, on l'attend dans quelques jours, l'idée de sanctionner directement les retardataires en matière de paiement. C'est-à-dire que le fournisseur n'aurait pas besoin de poursuivre avec tous les aléas qu'il y a, tant d'un point de vue civil que pénal, mais qu'il y aurait en quelque sorte une sanction administrative. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre? Je lisais la réaction d'un professionnel. On ne va pas mettre un fonctionnaire de la DGCCRF dans chaque entreprise, estime-t-il. Effectivement, on ne va pas mettre un fonctionnaire de DGCCRF dans chaque entreprise. En revanche, quand la DGCCRF va dans une entreprise, c'est bien qu'elle ait les moyens de sanctionner. Donc au moins sur tous les cas qui seront vus par la DGCCRF, il faut lui donner des outils les plus efficaces et les plus rapides possibles pour sanctionner, parce qu'il y a des situations qui sont inadmissibles. Après, je rejoins ce que disait la personne que vous avez mentionnée, ça ne va pas couvrir tous les cas, loin de là. C'est en ça que le chef d'entreprise ensuite se trouve devant un choix. Soit il ne fait rien, et à ce moment-là, à force d'accepter petit à petit, on sait ce qui peut arriver. Soit il part en faillite, soit il finit par quitter son client, en trouver un autre, mais ça c'est le meilleur des cas. Soit il va chez le juge, et à ce moment-là on sait ce qui peut se passer aussi, il est certain d'être fâché avec son client. Soit la solution qu'on propose, la médiation, c'est-à-dire venir confidentiellement chez nous et retrouver une relation normale avec son client et permettre au client de changer ses comportements. Donc vous pensez qu'il pourrait y avoir une amélioration avec cette sanction administrative directe en quelque sorte? La sanction administrative est aussi une bonne solution parce qu'elle donne des armes à la DGCCRF plus efficaces qu'aujourd'hui. Encore une fois, elle ne résoudra pas loin de là tout, mais elle aura valeur d'exemple. Alors, je le disais, Pierre Pelouzet, le projet de loi sur la consommation avec le volet de la class action, en théorie, les entreprises ne pourront pas en quelque sorte actionner directement, ce seront les individus ou des associations d'individus, tel ou tel cas, et attaquer, engrouper les personnes qui seraient donc, ou les personnes morales qui seraient coupables. Qu'est-ce que vous en pensez ça sur le fond, et qu'est-ce que ça peut changer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, face à un donneur d'ordre rétif, des PME puissent entamer une class action? Je viens de vous dire qu'en théorie, elles ne pourraient pas. Alors effectivement, selon la loi, elles ne pourront pas. Ceci étant, nous apportons une solution par ce que j'appelle la class mediation, qui est de dire, demandons à des entreprises de se regrouper, parce que c'est parfois difficile pour une seule PME de venir nous voir. Même si ça se passe très bien, il y a quand même une réticence, il y a quand même une appréhension chez beaucoup de PME. Donc le travail que nous faisons avec les syndicats professionnels, avec les associations, avec les fédérations, c'est de leur dire, quand vous avez plusieurs de vos adhérents qui ont le même problème avec le même client, et souvent quand il y en a un qui paye en retard ou un qui fait de la spoliation de propriété intellectuelle, il ne le fait pas avec une PME, il le fait avec tous ses fournisseurs. Regroupez-les, venez en class mediation, et là on prendra tout le dossier et on ira le résoudre globalement avec votre client. Alors ça sera dans le texte ou pas alors? Alors ça, pas besoin d'être dans le texte, c'est déjà opérationnel aujourd'hui.
dès aujourd'hui, on a des class mediation. Là aussi, il faut promouvoir cet outil. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus? Bon, il y avait un article ces jours-ci sur la médiation, par exemple, sur ce que vous faites, mais c'est vrai qu'on en parlait assez peu et finalement, on ne fait pas le lien avec la problématique de la class action. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je pousse sur ce lien. Je pense que c'est important que les entreprises aient conscience qu'elles peuvent venir collectivement en médiation et que ça ne fait que décupler l'effet de l'action que nous pouvons avoir. Alors, rapidement, un petit mot sur la spoliation intellectuelle. Ça aussi, on ne l'a pas forcément en tête et j'ai un peu, moi, découvert le sujet en travaillant donc la problématique. L'idée, c'est on fait plancher des petites entreprises innovantes et puis au dernier moment, en quelque sorte, on les plante et on confie la mise en œuvre à une autre, ce qui pose d'ailleurs des problèmes évidemment de propriété intellectuelle et puis de marché perdu. Ça aussi, c'est une réalité, ça se développe. Comment on peut lutter contre? Tout à fait. C'est une réalité. On voit plusieurs typologies de cas sur la propriété intellectuelle. Celui que vous venez de décrire, je fais bosser une petite start-up innovante et puis une fois qu'elle m'a donné un produit ou un service ou un bien innovant, je vais contacter une entreprise de préférence chinoise ou turque ou je ne sais trop quoi et je la fais développer par cette entreprise-là. Deuxième cas de figure, je fais un appel d'offres et je prends le meilleur de chaque entreprise et là, je la confie effectivement encore une fois à un des au moins chers en général de tous ceux qui ont candidaté et j'utilise les idées de tout le monde. Ça se développe beaucoup, ça? Ça se développe de plus en plus. Malheureusement, toutes ces mauvaises pratiques se développent de plus en plus. Et on est là pour lutter. Alors, est-ce qu'on arrive là aussi à régler les cas? Parce qu'on est dans des problématiques très techniques. Est-ce que vous avez, vous, les hommes et les femmes, qui peuvent, en quelque sorte, être juges de paix entre des parties, encore une fois, où les intérêts financiers, pas seulement, mais techniques, sont importants? On y arrive. On y arrive. Vous savez, parce qu'on n'est pas justement des experts ni techniques, ni des experts de la loi. Nous, on est des experts du bon sens. On met les gens autour de la table et on les fait se parler. Ce qu'ils ne font pas en général, puisque quand ils arrivent, en général, ils se sont échangés des mails d'insultes, des lettres d'avocats, et tout ce qu'on peut imaginer, mais surtout, ils ne se sont pas parlé. Quand ils se parlent et qu'on leur dit c'est confidentiel, eh bien, ils arrivent à se dire, effectivement, j'ai pris ton innovation, j'ai pris ton idée, et il faut effectivement que je te compense pour ça. Alors, autre pratique qui se développerait, semble-t-il, enfin, ou du moins il y a quelques cas qui sont médiatisés, c'est avec l'arrivée du crédit d'impôt compétitivité, en quelque sorte un donneur d'ordre qui asphyxie un peu plus son fournisseur, qui lui dit, voilà, le crédit d'impôt que tu vas récupérer, tu vas me le répercuter sur ma facture. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a eu quelques cas, paraît-il, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Ça pourrait se développer. Vous lancez un signal d'alarme? Là, je lance clairement un signal d'alarme et j'essaye de le faire porter haut et fort partout où je peux. On ne peut pas laisser se développer cette pratique. Se dire que le gouvernement met 20 milliards d'euros sur la table pour aider notamment les PME et que le premier réflexe des grandes entreprises, en tout cas de certaines d'entre elles, ça va être de demander une réduction de prix immédiate en fonction du CICE qui va être touché par les PME, c'est complètement aberrant. Ça paraît surtout totalement surréaliste qu'on puisse se mettre ça en tête et penser qu'on puisse l'imposer en quelque sorte aux PME. Rendez-vous compte qu'il y a dans certaines entreprises des gens qui se disent « je vais utiliser le terme de crise » pour expliquer à tout le monde que tous les moyens sont bons et que même si ma trésorerie va plutôt bien, il est temps de s'en faire un petit peu plus, serait-ce sur le dos des fournisseurs, c'est pas très grave. C'est le grand retour des cost killers. Alors on a toujours Carlos Ghosn en tête, mais à l'époque, c'était paré de toutes les vertus. Aujourd'hui, on met beaucoup moins en avant cet aspect chez Carlos Ghosn et même chez d'autres. C'est le retour des cost killers dans les entreprises, c'est le retour de la pression sur les acheteurs dans les grandes boîtes? Alors, il y a clairement un retour de la pression sur les acheteurs. Après, le cost killing peut être intelligent. Ça peut être, je discute avec mon fournisseur, je dis quels sont les coûts qu'on peut éliminer ensemble. Ou il y a le cost killing terrible qui est demain tu me fais 2% de réduction, voire 3, voire 4, voire 5, et puis tu prends ça où tu veux. Pourquoi vous avez accepté la médiation interentreprise? Vous étiez acheteur à la SNCF. Alors la SNCF, c'est 12 milliards d'achats par an, mais c'est peut-être pas la même logique de chasse au coût que dans le privé, mais enfin vous avez été aussi dans le privé, vous étiez chez Cegelec notamment. Qu'est-ce qui fait tout d'un coup que vous avez voulu passer de l'autre côté? Et puis, est-ce que vous avez la légitimité? Alors, vous allez me dire oui, j'en suis sûr, parce que finalement, vous avez connu les deux parties, c'est ça? Ou vous connaissez les deux parties? Vous savez, c'est un engagement qui date de plusieurs années. J'étais pendant 6 ans président de l'association des acheteurs. En tant que président de l'association des acheteurs, un de mes combats, ça a été justement de faire en sorte que tous mes collègues acheteurs changent de comportement. C'est en ça qu'on a rédigé une charte, la charte des relations interentreprises entre l'association que je portais, la CEDAF, et la médiation.
charte qui est aujourd'hui signée par plus de 400 entreprises, donc vous voyez, ça a pris un effet important. C'est en ça que j'ai créé Pacte PME, une association qui est là pour développer les meilleures PME et créer un tissu d'ETI. Et c'est en ça que j'ai aidé aussi à la construction de la médiation, dont je faisais partie du comité exécutif. Donc ça paraît presque naturel, si ça je vous paru comprends naturel, bien, de remonter presque le cours de la rivière. Absolument, ça a paru en tout cas naturel à ceux qui m'ont demandé de prendre ce poste, de le faire. Et effectivement, s'ajoute à ça ce que vous disiez, j'ai l'avantage de bien connaître le monde des PME, parce que je connais beaucoup de PME, je suis issu d'une famille de PME, et de bien connaître le monde de la grande entreprise et des grands acheteurs. Alors, Pierre Pelouzet, vous le disiez, cette charte des relations interentreprises qui existe en fait à titre préventif, bon, plus de 400 boîtes, tout ça est très bien, du moins sur le papier, et puis c'est vrai qu'il y a une espèce d'engagement moral des entreprises, mais enfin il y a des filières qui ne l'ont pas signé, comme l'automobile par exemple, qui a sa propre charte. Alors, ça pose quand même le problème de l'efficacité quand même de cet outil. Et puis l'idée quand même, pour aller plus loin, comment faire en sorte que cette charte, comment dirais-je, et je sais que vous avez ça dans les tuyaux, impose un espèce de label. Et un label qu'on puisse opposer aux autres. Même plus que dans les tuyaux. Et qui soit noté. Absolument, c'est même plus que dans les tuyaux. Effectivement, vous le disiez, cette charte a été signée par près de 400 entreprises et on a d'autres vagues de signatures qui arrivent. Donc ça va devenir un peu la Bible des bonnes pratiques en France. Donc ça, c'est très bien. On a quelques secteurs sur lesquels tout le monde n'a pas signé. Vous avez cité l'automobile, Valeo a signé, Michelin a signé. Effectivement, ni PSA, ni on Renault. aimerait bien que PSA et Renault viennent signer aussi. Il y a d'autres secteurs comme la grande distribution. On aimerait bien aussi que les gens viennent signer. Mais on sent que les choses bougent même dans ces domaines-là. Après, comme vous le disiez, comment passer de j'ai signé une charte à je la mets vraiment en œuvre. Et là, je m'engage. Et je m'engage. Et c'est là où le label entre en jeu. Effectivement, on a lancé ce label en fin d'année dernière. Ce label, il se passe comment? C'est j'ai signé la charte, j'accepte d'avoir un audit, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez moi regarder comment je mets en œuvre les pratiques de la charte. Cet audit est réalisé par les équipes de Vigéo, dont on connaît l'expertise dans ce domaine-là. Nous avions reçu Nicole Nota sur ce même plateau, donc on a travaillé beaucoup avec Nicole et ses équipes là-dessus sur bâtir la grille d'évaluation qui permet d'aller voir. Vigéo fait un rapport, ce rapport est remis à l'entreprise et l'entreprise a le choix de nous l'envoyer avec un plan d'action, parce qu'évidemment, rien n'est parfait, il faut avoir un plan d'action. Et sur cette base-là, on attribue ou pas le label. Aujourd'hui, on l'a lancé fin décembre, 10 entreprises sont labellisées et on espère que de même que la charte, ce mouvement du label va grandir et que là aussi, ça deviendra incontournable d'avoir le label. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, devenir totalement incontournable, et qui fait que même les filières les plus rétives seraient dans l'obligation morale d'y aller. Alors, la grande distribution, les fournisseurs de l'agroalimentaire, là aussi, on avait reçu, sans faire du name dropping, on avait reçu Serge Papin de Système U sur effectivement les difficultés commerciales qu'on connaît aujourd'hui dans les négociations entre les deux parties. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est avec des distributeurs sans foi ni loi? Je reprends les propos de Jean-René Buisson, des conditions dramatiques, des pressions psychologiques et économiques scandaleuses. Alors, peut-être qu'il défend son beefsteak, sans jeu de mots. Est-ce que la situation est si grave que ça aujourd'hui? La situation est dure et très tendue. Et aujourd'hui, nous, on a aussi des médiations dans le monde de la grande distribution. La bonne nouvelle, c'est qu'on mène aussi ces médiations jusqu'au bout. C'est-à-dire que même dans la grande distribution, on a les distributeurs qui viennent autour de la table et on arrive à résoudre les cas les uns après les autres. Ce que j'aimerais mettre en œuvre dans la filière agroalimentaire comme dans les autres filières, ce sont des médiations de filières, c'est-à-dire dédier des médiateurs à cette filière et surtout que chaque filière désigne une personnalité qui porte la médiation au sein de la filière et qui soit le garant du respect de l'esprit de médiation dans toute la filière. C'est ce qu'on a proposé à toutes les filières. Le ferroviaire se lance dans quelques jours, le naval va s'y lancer, la santé aussi. Et alors la grande distribution et la grande distribution, on est en discussion avec eux, il y a un groupe de travail sur ce sujet et l'automobile s'y est engagé aussi. Alors un dernier secteur que j'aimerais que l'on passe en revue parce que ça ne paraît pas évident qu'il y ait des problèmes, non pas le bâtiment, ça on le sait qu'il peut y avoir des problèmes, c'est le secteur du luxe, tout propre sur lui bien évidemment, mais en fait si on creuse un peu, c'est moins vrai et des pressions sur les façonniers, les artisans qui travaillent pour les grandes maisons, pour les grands groupes, c'est vrai ça aussi? Le luxe a cette particularité d'être énormément composé d'artisans. Et l'artisan a un mode traditionnel de travail qui est, en gros, on se tape dans la main et on travaille ensemble pendant des années et des années. Malheureusement, en situation de tension, en situation où les comportements évoluent, se taper dans la main, ne pas avoir de contrat, ça a des conséquences. C'est que petit à petit, certains artisans voient s'échapper leur production, sans même d'ailleurs qu'on les avertisse parfois, et voient refleurir à peu près les mêmes produits dans les mêmes magasins, sauf que c'est plus eux qui les font. Donc là aussi, il y a un travail à faire et on va aussi travailler avec la filière du luxe et de la mode. Alors, votre ministre, c'est Arnaud Montebourg.
quel est le lien que l'on peut faire entre la médiation et le Made in France? À part peut-être, moi c'est ce qui me traverse l'esprit, se dire que si on a une filière pacifiée, elle chasse en meute et on se dirige un peu vers des pratiques vertueuses à l'allemande, c'est ça? Tout à fait, il y a tout ce côté chassons en meute, travaillons ensemble dans une filière, et là la médiation est évidemment support de toute cette action. Il y a aussi, il faut s'en rendre compte, et là c'est mon passé d'acheteur qui va parler, il y a eu tout un mouvement de mode sur il faut aller acheter à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les directions générales demandaient à leur directeur achat le pourcentage d'achat à l'étranger. Et ça, on essaie de l'inverser ou pas? Et ça, on essaie de l'inverser. J'ai en tête un sondage qui disait que 19%, seulement un acheteur sur 5, disait que ça avait de l'importance pour lui d'acheter français. Mais ça a été très marqué. Ça a été très marqué. Pendant toute une période, c'était bien d'acheter loin. Et on ne regardait même pas d'ailleurs si c'était intéressant. Il y avait une espèce de compétition entre les entreprises à celui qui allait acheter le plus loin. Mais presque anti-français, presque. Mais quasiment anti-français. Alors que quand on regarde vraiment un achat en Chine ou en Inde et qu'on rajoute les coûts de traduction, les coûts de voyage, les coûts de qualité, l'impact CO2, les coûts de transport, etc., vous rajoutez tout ça sur votre prix. Et là, vous comparez au prix français et vous verrez que l'écart n'est pas si phénoménal que ça, plus loin près de de nous, il y a quand même les achats en Allemagne, en Italie, etc., où on présente de forts déficits industriels. Bien sûr, certains déficits industriels, mais il faut le reconnaître, la plus grosse concurrence aujourd'hui qu'on a, ce n'est pas forcément avec l'Allemagne, c'est plutôt avec la Chine. Et là, il faut revenir à un vrai raisonnement, et c'est là où le Made in France a une force. C'est qu'il redonne l'idée qu'acheter en France, c'est bien, et que regarder d'abord en France, c'est bien. Et que ce n'est pas forcément tabou, alors. Et que c'est loin d'être tabou, au contraire, c'est une bonne chose. On est dans le changement des comportements, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de comportemental, même dans les achats. Alors, on va conclure sans être tabou, là aussi, sans être langue de bois. Les élections au MEDEF, qu'est-ce que ça pourrait changer, sans se prononcer sur les qualités de l'un ou de l'autre? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans les relations, toujours encore une fois, entre PME et donneurs d'ordre? Bon, sous Laurence Parisot, on a beaucoup mis en avant les PME, etc. Mais enfin, bon, le MEDEF restait quand même la maison des grandes entreprises. Ça pourrait changer quelque chose avec plus de présence sur le terrain, plus de remontée de la part des fédérations un nouveau président au MEDEF? Moi, je crois beaucoup aux relations avec le MEDEF, comme d'ailleurs avec la CGPME, avec les fédérations et les autres syndicats et associations comme Croissance Plus, parce que ce sont pour nous des porteurs de messages. Et plus on est proche d'eux, plus on arrive à porter ensemble les messages, plus on est cohérent, plus on arrive à faire évoluer les comportements des grands, des moyens et des petits. Et c'est ça l'objet, c'est faire évoluer ces comportements le plus rapidement possible. Bon, eh bien merci d'avoir été en notre compagnie, Pierre Pelouzet. On le rappelle, 12 jours de retard en moyenne pour les délais de paiement, 12 à 13 milliards d'encours, et puis les PME, les premières touchées. Merci d'avoir été en notre compagnie, médiateur interentreprise, Pierre Pelouzet. Merci.